Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Que faire de votre argent? Où le placer? Comment le placer? Osez investir tous les dimanches avec Thomas Binet. Bonjour à vous Thomas. Bonjour Jean-Marie. On va parler de quoi aujourd'hui? Le conseil de la semaine, où sont les ventes en immobilier? Où en sont-elles selon une étude de Century 21? On va recevoir ensuite Guillaume Essette, directeur associé du cabinet Jeffineo, conseiller en gestion de patrimoine et investissement. On va parler de préparation de la retraite. Et puis le coin de l'expert avec Bernard Cadot, expert en immobilier. On va parler tango, mon cher Jean-Marie. Ah tiens, on va danser. Allez, voilà. tout de suite, c'est parti. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas, Century 21 qui vient de nous sortir une étude sur le marché de l'ancien au premier semestre 2023. Quels sont les premiers enseignements? D'abord, il y en a plusieurs, mais on va commencer par les transactions qui, après 8 ans de croissance, ont considérablement baissé. Moins 14,1% entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023. Alors bien évidemment, l'augmentation brutale des taux d'intérêt conjuguée à une forte inflation a fortement éprouvé le pouvoir d'achat immobilier des ménages. Ce dernier a reculé de 18,4% par rapport à juillet 2022. C'est considérable, c'est près de 20%, 1 sur 5. Donc, comment les acquéreurs peuvent faire face à la situation? Deux solutions existent. La première, attendre ou provoquer une baisse des prix de vente. Le problème, c'est que les prix ne baissent pas suffisamment vite. Dans certains cas, ils augmenteraient même. C'est le cas des maisons. Et pour les appartements, une baisse légère de 1,7%, alors qu'il faudrait qu'ils baissent d'environ 10 à 12%. Alors, on observe aussi une augmentation des délais de vente. La deuxième, disposer d'un apport plus important. Pour acheter un bien correspondant au montant moyen d'acquisition en France, l'apport attendu a dû augmenter de plus de 60% entre le premier semestre 2022 et celui de 2023. C'est pas vraiment des bonnes nouvelles que vous nous annoncez. Les franchement. conséquences les plus visibles de tout ça? Alors, les superficies acquises se sont réduites de moins 1,9% pour les maisons et moins 2,1% pour les appartements, alors que l'après-Covid faisait l'éloge des grandes surfaces. Mais devant la situation, ils ont dû revoir leurs envies à la baisse. Les catégories socioprofessionnelles les plus exposées parmi les acquéreurs devant cette difficulté sont les employés et les ouvriers. Et malheureusement, oui, c'est toujours les plus pauvres, effectivement, dans la société. Hélas, Thomas, on accueille tout de suite avec plaisir votre invité. Avec plaisir, c'est Guillaume Essette. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le directeur associé du cabinet Jeffineo. C'est en conseil en gestion de patrimoine et en investissement. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour Guillaume Essette. Bonjour Thomas Binet. Guillaume, comment bien préparer sa retraite? Alors, il est sûr qu'en fonction de l'âge et de la situation de chacun, les stratégies vont diverger. Mais la seule certitude que nous puissions avoir, c'est qu'il est préférable de commencer très tôt dans sa vie. Est-ce que les Français en ont bien conscience et pratiquent ainsi? Ils en ont conscience d'un point de vue théorique ou intellectuel. Moi, ce que j'observe, c'est que avant 45-50 ans, ça reste un peu théorique quand même. La préparation de la retraite, rares sont ceux, et c'est dommage, qui s'y prennent tôt. On peut, dès ses 25 ou 30 ans, commencer. On a un effet boule de neige qui est très favorable. Plus on démarre tôt, plus l'effet est impressionnant pour le même effort. Est-ce que vous avez observé que ceux qui commencent tôt, c'est lié, on le disait à l'instant avec Jean-Marie, problème de catégorie socio-professionnelle? Est-ce que c'est dans des milieux plus favorisés qu'on commence plus tôt? Alors bien sûr, pour investir en vue de la retraite, il faut de la capacité d'épargne ou des capitaux. Donc c'est les parents? Les parents peut-être, parfois, dans certaines familles, et simplement, plus les revenus sont élevés, plus, en général, on a la capacité à mettre de l'argent de côté. Bien souvent, les jeunes ménages démarrent par l'acquisition de la résidence principale, qui va peut-être les mettre au maximum de leur capacité d'emprunt et d'endettement, du coup. Et d'endettement. Pardon, je vous interromps, mais c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il faut, pour préparer sa dette, vous voyez, lapsus, sa retraite, est-ce qu'il faut s'endetter fortement? On peut le faire, mais c'est pas obligatoire. En fait, s'endetter, ça veut dire en pratique, pour les ménages, acheter de l'immobilier. Parce que les banques vont pas prêter facilement. Pour autre chose. Pour autre chose, on va dire pour moins d'1 million d'euros, et pour autre chose que de l'immobilier, les banques prêteront pas. Donc oui, on peut préparer sa retraite avec de l'immobilier. Il faut s'arranger pour que la fin du prêt corresponde à l'âge de départ à la retraite prévue.
pour bénéficier des loyers de ce qu'on a acheté sans avoir à rembourser la dette une fois en retraite. Alors, vous parlez de la résidence principale en disant que c'est une des premières démarches à avoir, et ça c'est intéressant, mais est-ce que pour autant il y a vraiment intérêt à acheter sa résidence principale? Est-ce qu'il n'y a pas plutôt intérêt à être locataire, par exemple, et placer le fruit d'un certain nombre de revenus sur d'autres types de supports? Ça dépend vraiment des projets de vie. En fait, acheter sa résidence principale, c'est pour la revendre 2-3 ans plus tard parce qu'on déménage, parce qu'il y a un changement dans la famille. Ça sert à rien. On va payer 7,5% de frais de notaire dans l'ancien. On va pas pouvoir l'amortir sur une si courte période. Par contre, si on est stabilisé géographiquement et familialement, pourquoi pas acheter sa résidence principale? Donc, il vaut mieux se charger un peu en immobilier? Ça dépend. Se charger en immobilier, aujourd'hui, les taux d'emprunt sont élevés. Oui, 4 à 5, on le rappelle. Les prix sont un peu plus favorables aux acheteurs, mais sans être franchement plus bas qu'ils ne l'ont été. Donc, si on achète, que ce soit de l'immobilier ou autre chose, c'est une question de rentabilité. Donc, attention à la rentabilité de ce qu'on achète maintenant qu'on paye l'argent cher. Alors, le premier placement auquel on peut penser en dehors, évidemment, de la maison principale et en préparation de la retraite, c'est le fameux PER, plan d'épargne retraite. Oui, bien ça. C'est un excellent outil qui permet à court terme de réduire ses impôts et donc finalement d'augmenter sa capacité d'épargne, tout en ayant à long terme un revenu ou un capital en retraite avec différentes cas de déblocage anticipés si problème ou achat de résidence principale avant la retraite. Si un jeune nous écoute ce dimanche matin, vous lui conseillez de placer, alors évidemment en fonction de ses revenus, mais est-ce qu'il n'y a pas un montant qu'il faudrait essayer régulièrement, pour pas dire mensuellement, de placer 100, 200, 300 euros? C'est quoi pour avoir quelque chose de palpable à un moment donné? Dans un monde idéal, il faudrait mettre 10% de ses revenus 10% des revenus sur un plan d'épargne retraite. Ça, c'est l'optimal fiscal. Si on est imposable, bien sûr. C'est l'optimal fiscal. On peut pas, ça va dépendre des circonstances de chacun. Parce que vous venez de le dire, c'est dans une logique de défiscalisation aussi, hein. C'est ce que vous venez de... ça permet et de défiscaliser en utilisant la totalité de ses droits à déduction, et de préparer sa retraite de façon significative. 10% toute sa vie. Oui. Et là, vous sortez avec un capital, au moment de la retraite, qui est conséquent. Notamment grâce à ce qu'on a fait dans ces jeunes années, puisque 1 euro placé aujourd'hui fera plusieurs euros dans 20 ou 30 ans. Alors, est-ce qu'il est important ou préférable de concentrer son argent sur un type de placement ou largement diversifier ses placements ? La diversification, c'est probablement la clé. On peut tout à fait avoir de l'immobilier et du financier. Si on fait du financier, le PER est un bon outil. Il y en a d'autres, le plan d'épargne action, l'assurance vie, qui sont plus souples si on a besoin de retrait en cours de vie, avant la retraite, même si bien sûr on n'a pas la réduction d'impôt à l'entrée dont on bénéficie avec le PER. Mais la vraie diversification, c'est pas de faire 4 ou 5 fois la même chose. Si on achète 5 studios dans la même ville, ils vont se comporter de la même manière. C'est pas une vraie diversification. Si on achète les 40 actions du CAC 40, elles vont avoir tendance à se comporter de la même manière. C'est pas une vraie diversification. Donc, diversifier sur différentes catégories de placements. Diversifier, mais pas disperser. Oui. Absolument. C'est ça aussi. Il faut éviter la dispersion parce que ça rend les choses compliquées à suivre et à gérer. On arrive au terme de notre échange ce dimanche matin, mais est-ce que vous avez un point de vigilance à donner à nos auditeurs quand ils commencent à construire justement cette logique de retraite, cette stratégie retraite? Parce que c'est bien une stratégie dont on parle. Oui, l'essentiel, c'est de bien segmenter son patrimoine par horizon de temps. C'est-à-dire, on peut pas tout placer pour la retraite. On a besoin d'une épargne de précaution. On a peut-être d'autres projets avant la retraite. Et donc, consacrer à la retraite une partie de son patrimoine, bien l'identifier et le gérer à long terme. Donc on peut accepter par exemple de prendre des risques si on place à long terme qu'on n'accepterait pas sur une épargne de précaution. Merci Guillaume Essette. Merci à vous d'être passé par le studio d'Oser Investir. On va essayer d'appliquer vos conseils, tout simplement. 1 euro qui en vaudra plusieurs plus tard, c'est quand même important de s'en souvenir. Je rappelle que vous êtes le directeur associé du cabinet Gfineo. Tout de suite, on va retrouver notre expert. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert.
On accueille avec plaisir Bernard Cadot, notre expert. Tiens, vous allez nous parler de tango, c'est ça Thomas? Eh ben oui, Jean-Marie, Bernard Cadot a décidé de nous faire quelques pas de danse ce dimanche matin. À propos, Thomas, vous savez danser le tango? Ben non, pas vraiment. Vous pouvez encore vous rattraper en vous reportant aux récentes déclarations de notre ministre de l'économie. Rassurez-moi, vous parlez bien de Bruno Le Maire? Oui, c'est bien de lui dont il s'agit. Il a laissé entendre que le calendrier de la rénovation énergétique des bâtiments devrait être assoupli, et on ne peut que l'en féliciter. Et puis il rétropédale en évoquant une réflexion personnelle qui donc n'engagerait pas le gouvernement. C'est ainsi que nous l'avons traduite. Au-delà de l'anecdote qui prête à sourire, c'est bien d'un enjeu majeur dont il s'agit. Comment réussir la transition énergétique dans un délai raisonnable sans asphyxier un marché déjà très impacté par une crise à la fois conjoncturelle et structurelle? Alors quelles vont être les conséquences de tout ça? On passe de l'incitation de MaPrimeRénov' à la sanction sous forme d'interdiction de louer. 5 millions de logements pourraient disparaître du marché locatif dans les 7 prochaines années. La tension pèserait alors encore plus sur les prix et pénaliserait in fine les plus démunis. Nous sommes nombreux d'ailleurs à alerter sur les risques sociaux pouvant en découler. Lutter contre les passoires thermiques est un objectif vertueux pour passer au monde d'après, celui de la réduction de l'empreinte carbone. Nul ne le conteste. Mais chaque objectif doit être mesuré, évalué et organisé. Nous devons interroger l'efficacité des moyens mis en œuvre, les ressources de la filière bâtiment en charge des travaux et surtout leur financement. Alors vous concluez comment toute cette situation, Bernard? On va pas conclure ce dimanche matin par une note pessimiste. Au contraire, on va terminer cette chronique sur une note positive. Saluons l'initiative du ministre du Logement. Il propose d'aligner la fiscalité des locations meublées et des locations vides en octroyant un abattement de 40% sur les revenus des bailleurs. C'est une excellente mesure qui doit, à terme, mettre plus de logements sur un marché qui en a tant besoin. Merci Bernard. Ouais, effectivement, il y a une situation d'urgence sur le marché du logement. Merci à vous Thomas Binet, on vous retrouve dimanche prochain. Avec grand plaisir. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet.